Bonjour à toutes et à tous, on va pouvoir commencer ce webinaire. Déjà, on vous remercie tous pour votre présence ce soir. Merci aux intervenants et merci à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'impact des lobbies environnementaux sur les politiques de santé publique. Je me présente, je suis Marianne. Et je suis Carme, donc nous sommes étudiants en master promotion de la santé à l'ISPED, l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement à l'Université de Bordeaux. Donc nous serons les animateurs et animatrices de ce webinaire. Pour commencer, voici le programme. Donc tout d'abord, dans un premier temps, nous aurons la professeure Sylvie Rabouan, pharmacienne et professeure à l'Université de Poitiers, qui nous parlera de l'impact des lobbies sur l'expertise scientifique et les décisions politiques. Ensuite interviendra Isabelle Baldi, qui est professeure des universités et praticiens hospitaliers. Donc, durant ce webinaire, elle abordera le lien entre la recherche et les industries, la relation entre recherche, gouvernement et agences publiques, et aussi la recherche et les associations écologiques. Donc, Madame Isabelle Baldi sera accompagnée de Alain Garrigou, professeur d'ergonomie et vice-présidente de l'Université de Bordeaux, en charge de la qualité de vie et santé au travail. Enfin, voici Emeline Antoine, ancienne étudiante en master de promotion de la santé de l'ISPED et interne de santé publique. Durant ce webinaire, elle présentera l'historique de la chlordécone, les enjeux et les solutions mises en place. Alors, avant de commencer, quelques infos sur le fonctionnement du webinaire. Donc, pendant la présentation, vous pourrez poser des questions dans l'onglet questions-réponses qui se situe tout en bas de l'écran et les questions seront regroupées afin qu'on puisse répondre au plus grand nombre tout à la fin du webinaire. Donc, point important, il faut bien poser ces questions dans l'onglet Q&R et pas dans l'onglet discussion, sinon elles ne seront pas forcément prises en compte. Ensuite, un petit message pour les intervenantes et intervenants sur notre rôle difficile de devoir faire respecter les temps de parole. Donc, nous vous prions de nous excuser d'avance de devoir jouer ce rôle. Et pour le public, on espère que vous serez satisfait de ce webinaire et nous aurons un petit questionnaire à vous faire passer à la toute fin du webinaire sur Zoom directement. Donc, nous vous remercions d'y répondre. Donc, je laisse désormais la parole à Madame Sylvie Rabouan. Donc, vous pouvez commencer à partager votre écran. Donc voilà, bonsoir, merci de votre invitation. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, De c'est notre bon. côté, Voilà. c'est bon. Donc je vais donc commencer ce webinaire en vous proposant de réfléchir sur la place de la science ou des sciences au sein de la société sous l'angle de la santé environnementale en concluant sur deux pistes de réflexion. Ah, j'ai un souci parce qu'il y a voilà, ça y est, ça veut bien avancer. Donc, depuis le XVIIe siècle, en fait, la science est pensée comme un progrès et le progrès est censé améliorer l'humanité. Au XVIIe, c'était plutôt une science qui devait nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, donc les sciences allaient nous éclairer, sortir l'humanité des ténèbres. Et au XIXe siècle, c'est vraiment là où s'impose la science comme la méthode pour connaître la totalité des choses, avec cependant une forme un petit peu quand même excessive d'idéologie qu'on va appeler le scientisme. Le XXe siècle sera un siècle où la technoscience va déployer toute sa puissance et son hyperpuissance, et même on verra le savoir s'associer à l'économie pour convertir en richesse les éléments du savoir. Et compte tenu que on a finalement 4 siècles de recul sur les sciences depuis le XVIe siècle, eh bien, la science va devenir elle-même un objet d'étude pour la recherche et on voit apparaître une nouvelle discipline qui est l'épistémologie des sciences, c'est-à-dire une analyse critique des sciences. Cette analyse critique va notamment porter sur le rapport de la méthode scientifique à la vérité. Et le premier qui va un peu bousculer les choses, c'est Karl Popper, en montrant qu'on ne peut pas prouver que quelque chose est vrai, on peut seulement prouver que c'est faux. Il en fera d'ailleurs son critère de réfutabilité qui permet de
classer, on va dire, ce qui est scientifique et différencier ce qui est scientifique de ce. Thomas Kuhn, quelques années plus tard, montrera que la science en fait, progresse par rupture de paradigme. Le paradigme étant un ensemble de conceptuels qui font consensus dans une communauté à un moment donné. Et donc, la science progresse par cycle avec des ruptures de paradigme qui font que finalement, on ne peut pas prétendre atteindre la vérité puisque les paradigmes, on va dire, succèdent. Pour terminer, Paul Fabent aura étudié les découvertes pour montrer que les découvertes scientifiques ne sont pas liées à une méthode particulière qu'on pourrait appeler la méthode scientifique. Donc pour lui, tout est bon, anything goes. Il est contre le dogmatisme méthodologique et considère que la science est un savoir parmi d'autres savoirs. Ce qui est par ailleurs marquant dans ce XXe siècle, c'est une transformation de la science à la vérité. Et l'extrait du discours de Jacques Monod que je vous ai présenté ici en montre toute la dimension, puisqu'il nous disait, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en 1964, le seul but, la valeur suprême, le souverain bien, c'est-à-dire de la science, ce n'est pas le bonheur de l'humanité, c'est la connaissance objective elle-même. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans les années 80, une véritable alliance science et économie où l'innovation devient un moteur de la croissance. Alors, ce XXe siècle a été étudié par ailleurs par les sociologues et notamment Ulrich Beck a publié en 1986 un ouvrage qui est le résultat de ses recherches et qui montre que le XXe siècle est ce qu'on appelle une société de risque. La science elle-même est devenue un risque parmi les risques et qu'il amène justement à prendre conscience que la science doit se transformer et évoluer vers un produit social. Donc, je prendrai une diapositive tout à l'heure pour évoquer ça au moment où je parlerai des citoyens. Alors, cette société du risque va faire que va se déployer donc une discipline qu'on appelle l'analyse de risque ou riscologie. Et notamment, d'autres sociologues, comment ont été gouvernés le progrès et ses dégâts depuis 1945 jusqu'à la publication du livre en 2014, donc sous la direction de Dominique Pestre. Et dans cet ouvrage, on voit très bien comment nous avons beaucoup d'acteurs, dont les lobbies, donc qui sont aussi ce qu'on appelle les représentants d'intérêts économiques ou les groupes de pression, beaucoup d'instruments, dont les normes, et que finalement, tous les secteurs sont concernés. La science est bien au cœur des décisions publiques et sur cette représentation, sur ce schéma, on voit ce qui est préconisé depuis les années 80, qui montre en fait que l'analyse de risque, c'est à la fois l'évaluation du risque et la gestion du risque, avec une volonté de leur donner une certaine indépendance, mais en même temps, ces deux secteurs travaillent en interrelation. Alors, le National Research Council avait été sollicité parce que le premier rapport, disons, de réflexion sur comment faire cette analyse de risque, avait créé une forte contre-réaction de l'industrie chimique et pétrochimique de l'époque qui trouvait ce rapport trop précautionneux. Et le National Research Council, qui est l'équivalent de l'Académie des sciences en France, donc là aux États-Unis, a donc œuvré à produire un document qui convienne, on va dire, à l'ensemble des personnes concernées. Il faut savoir que cette organisation se déploie à l'international et que pratiquement tous les pays structurent l'évaluation du risque de cette façon. Enfin, l'analyse du risque de cette façon, donc évaluation du risque et gestion du risque. Cette diapositive pour vous dire qu'en France, donc l'agence
de cette évaluation du risque, ça va être l'ANSES, donc pour l'environnement, l'alimentation et le travail. Et j'ai voulu cibler les 3 points d'impact finalement pour ces groupes de pression pour arriver à savoir une influence sur la décision publique. Donc, c'est la loi Sapin 2 de 2013 qui va, suite à de nombreux scandales sanitaires, pardon, définir pour la première fois dans la loi ce que sont les représentants d'intérêt. Mais ça fait déjà longtemps, bien évidemment, que l'activité existe et qu'elle est enseignée d'ailleurs en communication ou en marketing. Et la définition qui en est donnée généralement, c'est que le lobbying est une stratégie d'influence du pouvoir politique, exécutif ou législatif dans le but de modifier une réglementation dans un sens favorable aux intérêts de l'organisation initiatrice. Alors, la santé environnementale a été définie en 1994 par l'OMS et donc rend compte que la santé des personnes est influencée par leur environnement de vie au sens large, hein. Bien sûr, là, je focalise par l'environnement, je dirais, la qualité des milieux, puisque depuis la fin du XVIIIe siècle, à peu près, la science et donc les technologies qui se déploient derrière cette science donnent les moyens à l'homme de modifier son environnement et donc la planète, et on parle de l'empreinte anthropique. Donc, j'ai voulu souligner sous l'angle des micropolluants qu'on appelle les pesticides, les travaux de Rachel Carson, qui a été la première biologiste à alerter sur le danger de l'usage de ces pesticides tels qu'il était pratiqué donc, après-guerre. Et elle a publié un ouvrage en 1962 sur ce sujet, qui a donc été une véritable prise de conscience à l'époque de cette problématique. À peu près 30 ans après, une autre jeteuse d'alerte, Theo Colborn, a là aussi été à l'origine d'une réflexion au niveau des sciences qui a été transmise à la société par le biais de la déclaration de Widespread, qui soulignait que la science avait montré qu'il y avait une catégorie de micropolluants qui étaient capables d'influencer sur le système endocrinien. Et donc, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de perturbateurs endocriniens. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que perturbateurs endocriniens et pesticides souvent se recoupent parce que les mécanismes des pesticides peuvent rejoindre les perturbations endocriniennes. Et donc, à peu près 30 ans après, le sociologue Jean-Noël Jouzel fait part dans un ouvrage le résultat de ses travaux et comment comment finalement on peut ignorer ce que l'on sait sur les pesticides en mettant à jour notamment les rouages entre évaluation par les agences, réglementation et normes industrielles et données toxicologiques, etc. Alors qu'on parle de santé environnementale ou qu'on s'intéresse non seulement à la santé de l'homme, mais aussi des animaux et des plantes, des écosystèmes, avec d'autres concepts qui sont apparus, je dirais, dans les années qui ont suivi, eh bien, pour tous ces concepts, finalement, c'est le même défi, que ce soit pour les chercheurs, les décideurs ou les citoyens. Donc, les chercheurs sont véritablement face au défi d'être capables de réfléchir sur la méthode scientifique pour l'utiliser dans les limites de validité de cet outil, et notamment en matière d'environnement et de santé environnementale. Il va s'agir de la toxicologie environnementale qui s'est construite et s'est développée sur le modèle de la toxicologie industrielle et de la médecine du travail, même si malgré tout les conditions sont quand même très différentes. En tous les cas, il s'agit en toxicologie environnementale d'avoir des mesures. Donc, en général, elles sont issues d'expérimentations sur l'animal et malheureusement proviennent aussi des accidents donc sur l'être humain. Et puis aussi sont mises en place des études épidémiologiques pour pouvoir apporter des informations dans ce domaine.
Ensuite, sont soumises ces mesures aux processus scientifiques que sont l'interprétation des données, les modélisations, etc., pour finalement proposer des normes qui finiront par devenir des seuils acceptables d'exposition aux molécules chimiques qui vont permettre de légiférer. Donc, la législation, à ce moment-là, généralement propose la réalisation de certains tests de toxicité auxquels doivent être soumises les molécules qui souhaitent être commercialisées. Et donc, si la substance passe les tests d'une façon satisfaisante, elles vont obtenir leur autorisation de commercialisation et la législation va considérer que la substance est sans danger jusqu'à ce que la démonstration de sa toxicité soit faite. Donc là, j'ai mis un petit peu des warnings parce que justement, il faut bien comprendre que l'absence de preuve de toxicité n'est pas la preuve de l'absence de toxicité et je vais le développer là tout de suite maintenant, puisque les limites de la méthode scientifique en termes de toxicologie réglementaire, nous y sommes confrontés notamment par des particularités propres aux questions environnementales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de causalité simple entre deux événements. Hein. Le monde est complexe, la vie est complexe. Donc, on connaît très bien la nature des effets cocktails, que les déterminants de santé vont influencer justement l'effet santé et que notamment par rapport à la catégorie de micropolluants que sont les perturbateurs endocriniens, les modélisations de la toxicologie réglementaire classique ne sont pas adaptées puisque là, nous avons des relations aux effets non monotones, éventuellement une latence des effets. De plus, des périodes d'exposition particulières qui vont créer des périodes, on appelle ça de vulnérabilité, c'est-à-dire où une toxicité va apparaître alors qu'à d'autres moments, la toxicité ne se manifesterait pas ou moins. Et enfin, un effet transgénérationnel, c'est-à-dire que l'effet toxique peut apparaître sur des personnes qui n'ont elles-mêmes pas été exposées à la substance, mais dont les ancêtres, hein, quelques générations avant, ont pu être exposés aux toxiques. Et puis, comme je l'évoquais dans la diapositive précédente, eh bien, il y a un biais juridique majeur, puisque dans la manière de légiférer, la charge de la preuve est plus lourde pour restreindre la commercialisation plutôt que pour l'autoriser. C'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et puis, bah, cerise sur le gâteau, c'est que finalement, la science peut aussi produire de l'ignorance, alors que, je dirais, jusque à ce XXe siècle, on pensait que la science produisait du savoir. Alors, c'est le professeur Proctor qui, en 2012, a publié un ouvrage qui était le résultat de ses travaux sur… Alors, c'est un historien des sciences qui a travaillé sur les archives qui avaient été saisies lors d'une plainte contre les 7 plus grandes industries du tabac aux États-Unis et qui a épluché donc pendant plusieurs années ces archives et qui a montré que finalement l'industrie manipule à son profit le doute chimique puisqu'il a montré comment il y avait eu une conspiration de ces 7 industries dès 1953, au moment où la science avait montré que le tabac induisait des cancers du poumon et des maladies cardiovasculaires, eh bien, à ce moment, ces 7 industries se sont unies, je dirais, pour produire, payer, financer des travaux de recherche et amenant le doute et tout cela pour bien évidemment retarder l'effet qu'aurait pu avoir la certitude de l'impact toxique du tabac. Dans le même temps, puisque c'était en 2011, 2 autres historiens des sciences ont produit des travaux similaires, mais non seulement sur le tabac, aussi sur l'industrie chimique, pétrochimique, l'énergie, etc. Et ils ont très bien montré finalement que c'était une pratique tout à fait habituelle
on va dire, d'utiliser la science contre la science. Et donc, il résume ça en disant que l'utilisation de la science contre la science, c'est un véritable tournant et retournement. Et il parle de ces industriels comme des marchands de doute, puisque de cette manière, ils peuvent retarder l'application de réglementations de santé publique ou environnementales qui seraient contraires à leur intérêt industriel. Alors les décideurs, bien sûr, ils ont comme principal défi aujourd'hui de sortir de la succession des crises sanitaires. Et voilà, je ne vais pas en dire tellement plus puisque on va plutôt regarder l'ensemble des, des défis parce que pour sortir de cette problématique auxquelles sont confrontés les décideurs, finalement, pour en revenir aux travaux d'Ulrich Beck, il propose vraiment beaucoup que les citoyens se réapproprient démocratiquement, qu'il y ait une réappropriation démocratique de la science. Et il parle à ce moment-là de science réflexive. C'est véritable, il faut comprendre, c'est une véritable transformation en fait, où la science va s'autocritiquer par les chercheurs, ce qui normalement se fait déjà, mais dans le cas de la santé environnementale, il s'agit d'une autocritique par les chercheurs en interdisciplinarité et pas simplement au sein d'une discipline. Et puis surtout, il positionne les citoyens comme absolument indispensable pour faire une sorte, on va dire, de contre-pouvoir et arriver à cette science réflexive. Ce qui m'amène à la conclusion sur ces deux pistes de réflexion. Pour, je dirais, contourner ce qui avait déjà été pointé par Einstein bien longtemps avant, c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a créé. Or, Ulrich Beck a bien montré que la science est aujourd'hui un risque parmi les risques, et c'est pour ça qu'il convient avant tout de repenser, reconstruire la manière de penser. Donc, je vous ai mis repenser l'enseignement de la science pour les futurs citoyens, c'est-à-dire dans nos écoles, dès les petites classes, hein, pas simplement l'université, mais la manière dont la science est enseignée, pour enseigner de façon systématique l'épistémologie des sciences, c'est-à-dire cette analyse critique des sciences dans tous les scientifiques et pas simplement dans la discipline de l'histoire des sciences, et puis enseigner les interrelations entre sciences, technologie et société avec autant d'importance que ne le font actuellement l'enseignement de la compréhension des concepts et des processus scientifiques, puisqu'on voit bien que sciences et société sont extrêmement liées. C'était déjà un conseil prôné par la science de l'éducation dans les années 70, et donc on voit bien tous que ce travail reste à faire. Et puis, repenser en matière de santé environnementale avec des solutions plurielles. Je veux dire par là, sortir de cette standardisation planétaire qui nous fait passer par des systèmes internationaux de normes, de codification, etc., qui en fait n'envisagent qu'une seule manière de penser, alors que justement, il n'y a pas une solution qui va être la meilleure. Et il faut vraiment intégrer les multiples visions du monde pour construire des solutions plurielles en matière de santé environnementale. Et je propose, dans tous les cas, j'ose espérer que dans cette dynamique, les 3 points d'impact que je vous ai présentés tout à l'heure pour les groupes de pression s'en trouveront finalement dilués, et donc les conséquences sur leurs effets et l'ampleur sur les décisions publiques qui pourraient être prises s'en trouveraient par là même certainement très affaiblies, ce qui serait certainement un bon rééquilibrage par rapport à cet ensemble dont on vient de parler. Voilà, donc j'en ai terminé. Je n'ai pas regardé le temps s'écouler. J'espère que je n'ai pas débordé. C'était parfait. Bien. Alors, je vais enlever mon partage pour laisser la parole à mes collègues.
Oui. Oui, merci Madame Rabouan. Donc, nous passons désormais à la présentation de Madame Bangdi et de Monsieur Garrigou. Malheureusement, Madame Bangdi devra nous quitter à la fin de sa présentation, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Alain Garrigou, il pourra tout à fait y répondre. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette introduction, merci pour cette invitation. Merci à Sylvie d'avoir posé un peu le cadre conceptuel. Je pense que c'était important d'avoir ces premiers éléments. Et dans cette présentation avec Alain Garrigou, on va plus vous faire part en fait d'expériences personnelles et de réflexions dans le cadre de notre activité qui est celle de chercheur dans le domaine de la santé environnementale, où on s'est confronté à un certain nombre de choses qui nous semblent faire écho avec cette notion de lobby. Donc, j'ai intitulé la présentation « Mener une recherche sans pression », parce que c'est vraiment ça l'enjeu, sur les effets des pesticides sur la santé en France, aujourd'hui donc. Et j'ai rajouté « la vouloir utile pour les populations », parce que si finalement on ne cherche pas à ce que ce soit utile pour les populations, généralement, il n'y a pas de pression. Je pense que vous le comprendrez assez facilement dans le cours de cette présentation. Alors, bon, déjà, effectivement, il semble qu'on comprenne tous ce qu'il y a derrière le mot lobby. Vous avez vu quand même que les définitions sont compliquées. Donc, moi, j'ai toujours une certaine forme de lutte contre les anglicismes parce qu'ils ont un peu tendance à dissimuler les réalités. Et je pense qu'on a intérêt à décoder un certain nombre de concepts, notamment celui du lobbying. Sachez juste que le terme de lobby est utilisé en anglais pour dire simplement couloir ou antichambre, puisqu'en fait, l'origine de ce mot-là, c'est que c'était l'endroit où se réunissaient les représentants des groupes d'intérêt pour influencer le vote des lois, le lobby. Et donc, ça, c'est au 19e siècle dans la Chambre des communes en Angleterre, et c'est resté donc sous ce terme-là, en sachant que couloir se dit toujours lobby en anglais, et qu'on peut perdre le sens finalement du terme si on s'en réfère à ce qu'il évoque initialement. Donc, je pense que c'est peut-être plus simple de comprendre qu'en fait, le sujet, c'est des groupes de pression, les groupes de pression sur ceux qui ont le pouvoir de décision. Ça a déjà été dit, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Je pense que si on fait un micro-trottoir dans la rue aujourd'hui, la définition du lobbying n'est peut-être pas si évidente que ça pour tout le monde. Alors, c'est vrai que ça n'est pas seulement dans le domaine de la santé environnementale, même si ce soir, on vous parlera davantage de ce thème-là. Il y a d'autres secteurs dans lesquels ces groupes de pression agissent. On a parlé déjà du tabac. C'est vrai aussi pour l'alcool, c'est vrai pour l'alimentation dans les questions autour du sucre, par exemple. C'est vrai aussi dans les médicaments, je ne l'ai pas mis, mais je pense qu'il faut en avoir conscience. Mais si on en parle sous cet angle-là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont particulièrement présents en santé environnementale. Et la raison de ça est assez naturelle. Finalement, on s'intéresse à des nuisances qui sont en lien avec des productions industrielles, bien souvent. Et donc, ces productions industrielles ont un versant économique assez clair. Donc, on est aussi dans le domaine des conflits d'intérêts, et plus particulièrement lorsque ces intérêts sont économiques. Alors, si on se positionne dans la place du chercheur, qu'est-ce qui finalement fait pression sur les chercheurs dans ce domaine-là? Alors, je vous ai cité un ensemble de pressions et je voudrais qu'assez vite vous voyez qu'en fait, ce n'est pas simplement l'industrie qui est citée ici, mais un ensemble d'acteurs. Donc, ces pressions, elles agissent sur nos recherches au moment où on cherche à obtenir des financements, au moment où des propositions de financement privé peuvent être formulées. Il peut y avoir des doutes sur les résultats des recherches qu'on mène. Il peut y avoir des financements de recherche concurrentes. Il peut y avoir des menaces et des intimidations, et on finira un peu par ça parce que c'est peut-être la représentation la plus schématique qu'on a, et donc on vous donnera quelques illustrations. Et puis c'est aussi, c'est un peu plus sournois, la manière dont les résultats qu'on obtient ne sont pas utilisés, notamment pour servir les populations. Vous voyez qu'en face de ces différentes formes de pression qui peuvent agir sur le chercheur, il n'y a pas que l'industrie, comme je viens de le dire, vous voyez aussi les pouvoirs publics, les citoyens, des groupes divers, et c'est en fait tout cet ensemble-là qu'il faut prendre en compte quand on parle de groupes de pression sur la recherche en santé environnementale. Alors, une première illustration pour montrer comment les choses se passent, sans décrire cette cohorte, la cohorte Agrican, mais en disant juste quelques mots rapides. Donc, c'est une cohorte qui suit depuis maintenant près de 20 ans près de 200 000 personnes qui travaillent en milieu agricole pour essayer de comprendre le lien qu'il y a entre la survenue de maladies, en particulier de cancer, et leurs expositions aux pesticides. On a donc mis en place cette cohorte au moment où les pesticides entraient dans le débat public en France.
Jusque-là, bon, bien sûr, les pesticides, on en parlait un peu, mais c'était le problème du monde agricole, ce n'était pas le problème du citoyen. Dans les années 2000, il y a un virage par rapport à ça, ça devient le problème du citoyen. Et la question qui est posée de façon forte, c'est mais que fait la MSA, qui est donc l'assurance, enfin le régime de sécurité sociale des agriculteurs. On leur demande, mais vous faites des études, vous faites quelque chose pour savoir ce qui se passe. Et à ce moment-là, ils sont un peu en difficulté de répondre. Et quand on vient leur proposer un projet clé en main en leur disant, nous, on veut constituer une cohorte, ils sont plus que contents parce que ça va leur permettre justement de répondre à cette pression de la société sur, c'est quand même pas normal que vous fassiez rien sur ce sujet de la santé des agriculteurs. Donc là, pas de souci, on peut commencer une cohorte, il y a un financement, il n'y a pas de problème. Et puis, ça va même encore mieux que ça, c'est que les premiers résultats, pour ceux qui ont fait un peu d'épidémiologie, vous allez comprendre de quoi je parle, c'était finalement des résultats qui n'étaient pas encore sur la survenue des maladies, mais sur des notions de comparaison avec la population générale, en termes de mortalité ou d'incidence, et donc des choses où on ne prenait pas en compte des facteurs individuels. Et ces premiers résultats, nous ne nous prenaient pas parce qu'ils avaient déjà été trouvés dans tout un tas d'autres secteurs, dans tout un tas d'autres études au niveau international, c'est qu'on ne voyait pas de surmortalité par cancer globalement chez les agriculteurs. Ça n'était pas visible, on voyait même plutôt une diminution de cancer, simplement parce qu'ils fument moins, qu'ils ont d'autres habitudes de vie, etc. Mais ça, c'était une nouvelle excellente pour la mutualité sociale agricole, qui est donc en charge de prendre en charge le risque de santé des agriculteurs, et aussi une excellente nouvelle pour l'industrie. Donc ça commençait plutôt bien, en sachant que là, pour le coup, c'est les groupes qui s'intéressent à la santé, enfin à l'écologie, qui se disaient, mais c'est quoi cette cohorte? Elle cherche à nous faire croire que les pesticides n'ont pas d'effet sur la santé. Sauf que les choses il y a eu un coup de vent, le virage a été pris au moment où finalement on a commencé à faire des études à l'intérieur de la cohorte qui permettaient d'étudier réellement l'effet des pesticides avec des données individuelles. Et où là, on a vu des élévations de risque d'un certain nombre de cancers pour les personnes qui étaient exposées aux pesticides. Là, la situation, ça a été que la MSA a décidé de ne plus financer la cohorte. Donc, c'est vraiment une forme de pression sur notre recherche. Et a dit, non, nous, là, ça nous intéresse beaucoup moins maintenant que vous voyez qu'il y a des risques et que les populations sont éventuellement malades à cause des pesticides. Sauf que c'était trop tard, le train il était lancé et que donc la grande presse reprenait déjà ses résultats et que de nouveau on a dit mais que fait la MSA s'il y a des risques pour la santé? Donc la MSA a fait une petite marche arrière en disant bon on va reprendre le financement, mais sachez qu'aujourd'hui encore c'est quelque chose de compliqué, qu'on nous met toujours des difficultés dans l'écriture des conventions, dans l'obtention des financements, etc. Donc ça c'est une illustration de pression par rapport au financement d'une recherche. Et pour rester sur cette notion de financement, il y a effectivement plusieurs acteurs publics qui pourraient être intéressés, plusieurs ministères, notamment l'industrie qui est donc évidemment concernée aussi par les pesticides, l'agriculture, la santé, l'environnement. Et donc, pendant longtemps, ces différentes entités se sont rejetées en fait la patate chaude en disant c'est pas notre problème, c'est le problème de la santé, c'est pas notre problème, c'est le problème de l'agriculture, etc. Parce que personne ne voulait forcément sortir de l'argent, sauf quand il y avait de temps en temps un coup de projecteur sur ces problèmes-là, où d'un seul coup, il fallait afficher qu'on faisait quelque chose, une complexité dans les financements. Jusqu'à ce que soit en fait instauré un plan national, qui est le plan Éco-Phyto. C'est un plan qui s'intéresse donc aux pesticides et à la réduction des pesticides, qui était destiné à devenir un guichet unique pour justement la recherche sur les pesticides. Ce qui a fait que finalement, ces ministères et ces agences se sont dit on n'a plus trop besoin de financer puisque c'est le plan Éco-Phyto, donc on réoriente les demandes vers le plan Éco-Phyto. En tant que chercheurs en santé, ça nous a au départ paru plutôt intéressant, mais on a très vite compris que c'était aussi un piège parce qu'en fait, on se retrouvait du coup un peu en concurrence, en tout cas en compétition avec d'autres disciplines qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs, notamment les sciences de l'environnement ou l'agriculture, qui en plus de ça voyaient la santé d'un très mauvais œil dans le système parce que finalement la santé elle est vue comme riche, elle est vue comme coûtant cher, et donc il a fallu mettre un peu le pied dans la porte pour expliquer qu'il fallait absolument poursuivre les recherches même si le cadre avait changé. Toujours sur les éléments de financement, les financements privés, finalement, ils seraient faciles à obtenir. Et il y en avait même certains dans une des équipes qui est impliquée dans la cohorte Agricamp, qui existaient avant le lancement de la cohorte et qui ont été mis en avant et mis dans les projecteurs en disant « mais cette cohorte, elle a été financée par l'industrie », ce qui n'était pas le cas, mais qui a été utilisé comme un argument pour attaquer là aussi la cohorte. Donc notre positionnement en tant que chercheur en santé,
c'est de refuser systématiquement ces financements privés. Donc, on se prive d'une certaine source, bien sûr, mais l'idée, c'est de pouvoir argumenter le fait que rien n'a été influencé dans notre recherche par ces financements-là. Donc, on se limite à des échanges d'informations avec l'industrie sans accepter de financement. Par ailleurs, il peut y avoir d'autres équipes qui sont financées. Donc, ça, c'est la compétition normale entre les équipes. Mais parfois, on a déjà été évoqué dans la présentation de Sylvie auparavant, on se demande quelle est l'indépendance de ces autres équipes qui sont financées sur les mêmes thèmes, notamment parce qu'on s'aperçoit qu'elles ne finissent pas les projets ou qu'elles ne produisent pas de résultats ou qu'elles sont des copies de nos protocoles, mais en déformant ce qu'on voulait y faire. Donc, il y a un bruit de fond, il y a une fabrique du doute ou du mensonge même. Vous voyez ici un autre ouvrage qui traite de ce sujet, dont vous avez probablement entendu parler déjà pour le tabac, mais qui existe sur d'autres thèmes, et notamment sur les thèmes environnementaux. Alors, il y a aussi dans ce doute des doutes sur les résultats qu'on produit. Donc, c'est une forme de pression aussi pour nous, puisqu'en fait, nos publications sont surveillées de manière assez permanente par les industries et que assez fréquemment, c'est pas à chaque article, là j'ai peut-être un peu forcé, mais en tout cas très régulièrement, on a des lettres à l'éditeur qui paraissent et qui proviennent de cette industrie pour mettre en cause ce qu'on a écrit dans l'article et du coup nous imposer à nous de produire des réponses. Donc, il n'y a pas de souci, on peut argumenter, on peut expliquer ce qu'on a fait, mais c'est aussi du temps qu'il faut consacrer à cette réponse, du temps qui n'est pas passé à faire nos recherches. Donc, c'est une difficulté aussi qu'il faut intégrer dans la réalisation de nos recherches. L'autre élément dans le doute, ça a été un petit peu dit, mais une illustration concrète, c'est la mise en cause d'organismes, la mise en cause publique de certains organismes. Par exemple, dans l'affaire du glyphosate, le Centre international de recherche sur le cancer, qui a pourtant pignon sur rue dans la science, a été violemment attaqué. Donc, c'est une instance qui classe les substances en catégories par rapport à leur effet cancérigène. Et elle a été accusée de manque de transparence, de problèmes sur la méthodologie, etc. Et ces éléments de langage-là, ils circulent. Et petit à petit, finissent par être entendus et répétés. Et moi, je l'ai entendu par des gens qui, quelque part, n'avaient pas forcément tous les éléments de connaissance, mais qui avaient entendu dire qu'on disait que, etc. Et donc, finalement, il y a une décrédibilisation de certaines institutions, de certaines équipes qui est, quelque part, un petit peu, on va dire, organisée. Juste justement sur l'argument de transparence et le manque de transparence de cet institut, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, pour avoir participé à la monographie sur le glyphosate qui a été menée, l'industrie était présente. Donc, elle peut parler de manque de transparence, mais elle était là au moment des débats dans les séances plénières. Donc, elle avait tous les éléments et toute l'information nécessaire pour comprendre ce qui était en train de se jouer autour de cette substance. Toujours sur cette notion de doute, pour les pesticides, il y a ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, comme il y a eu un certain nombre de choses sur le tabac. Donc, c'est en fait des documents internes de l'entreprise qui sont rendus publics qui ont été rendus publics dans le cadre de procès intentés aux États-Unis et qui ont montré, en fait, on a pu voir qu'il y avait une certaine manipulation des données scientifiques avec certains rapports qui n'avaient pas été rendus publics ou au contraire de financement d'études pour contre-argumenter ce que la science avait produit, mais parfois par des gens qui ont pignon sur eux, c'est-à-dire c'est des chercheurs qui sont académiques, mais pour lesquels l'industrie va rédiger un article et va simplement lui demander de signer, c'est ce qu'on appelle le ghostwriting, pour arriver à produire de la science qui ne soit pas vue comme provenant de l'industrie, mais néanmoins écrite par l'industrie. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment compliquées et qu'il faut savoir dans le paysage. On a vu aussi, nous, dans notre expérience, des choses assez étonnantes, c'est-à-dire que un article qu'on avait soumis à une revue scientifique on a un coup de téléphone d'un journaliste du Monde nous disant j'ai reçu l'article que vous avez soumis à un éditeur et on me dit qu'il y a plein de biais dans cet article. Donc, c'est quelqu'un de l'industrie qui avait réussi à récupérer auprès de l'éditeur notre article et qui voulait que la presse fasse un article à charge contre la publication scientifique qu'on avait soumise. La grande question, c'est comment ces fuites sont possibles, puisque là, c'est vraiment, quand on soumet un article, on n'a pas l'idée qu'il va pouvoir y avoir une diffusion en parallèle sur d'autres circuits. Alors, le dernier point qui est aussi important et qui est plus sournois, je pense, en tout cas moins visible,
c'est l'absence d'utilisation des données qu'on produit. Puisqu'effectivement, ce qu'on veut, c'est que ça soit utile aux populations. Et donc là, je vous donne un exemple qui est le programme PestExpo. C'est un programme qui a visé à produire des données d'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides. Ces données d'exposition étant très importantes parce que pour la mise sur le marché des pesticides, le risque est évalué comme le produit de cette exposition par le danger de la substance. Vous comprenez assez facilement que si on considère que l'exposition est nulle, le danger il peut être énorme, maximal, puisque vous multipliez par 0, le risque reste faible. Donc c'est un enjeu très important que de bien documenter cette exposition et d'avoir des choses qui soient réalistes par rapport aux travailleurs. Donc, on a produit des données sur ces expositions des travailleurs qui ne sont pas effectivement tout à fait équivalentes à ce qu'a produit l'industrie, parce qu'on l'a fait en conditions réelles, mais selon les mêmes référentiels. C'est-à-dire qu'on a utilisé les référentiels identiques à ceux qu'utilise l'industrie, notamment des référentiels de l'OCDE, mais dans des conditions qui, pour nous, ne sont pas contrôlées, qu'on a laissées comme la vraie vie d'un agriculteur qui traite. Et en fait, ces données-là n'ont jamais été intégrées par les autorités, notamment dans le modèle européen qui sert à la mise sur le marché des substances, bien qu'il y ait autant de données, voire plus que ce qu'a produit l'industrie jusqu'à aujourd'hui, pour des arguments qui sont donc produits par l'industrie, que certains éléments manqueraient, etc. Enfin, en tout cas, une décrédibilisation, là aussi, de nos recherches, de manière à faire en sorte qu'elles ne soient pas utilisées et utilisables lors de la mise sur le marché des substances. Un dernier élément, c'est effectivement l'industrie qui se positionne pour définir des bonnes pratiques pour les études épidémiologiques sur les pesticides. Donc là, vous avez des exemples de publications où des personnes financées par CropLife America, c'est-à-dire l'industrie des pesticides, va écrire un article sur les bonnes pratiques de l'épidémiologie pour estimer l'exposition aux pesticides. Et ça sort dans des revues qui sont dites scientifiques. Donc, on a d'autres exemples, je ne vais pas trop les détailler parce que je regarde un peu le temps qui file, mais clairement, on a ce souci d'avoir des personnes qui cherchent à définir les bonnes pratiques de notre propre discipline pour essayer de les contrôler et les encadrer de façon évidemment pernicieuse. Donc, la question qui reste et qui est plus difficile à argumenter ou à démontrer, c'est la notion d'indépendance des agences elles-mêmes et qui mériterait un développement en soi. On a donc, par exemple, des inquiétudes concernant l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, équivalent de l'ANSES, mais dans lesquels un certain nombre de membres sont payés par l'industrie et qui a été l'institut qui a été missionné pour revoir les données sur le glyphosate à un certain moment. Donc, c'est problématique. On voit aussi des publications de l'ANSES, qui est donc l'agence qui est en charge de l'évaluation des pesticides, où on voit dans les auteurs à la fois des gens de l'industrie et des gens des agences. Donc là aussi, comment c'est possible. Je vais laisser Alain apporter quelques compléments. Il aura plus de temps ensuite aussi au moment des questions pour développer des choses. Donc là, j'ai combien de temps? Vous me donnez combien de temps? Je m'adapte. Il reste 4-5 minutes en tout. 4-5 minutes, ok. Alors, je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Moi, je voudrais décaler le débat sur entre la science et la société. Il y a un bloc qui manque, c'est la question de la technologie. C'est-à-dire que les connaissances scientifiques, à un moment donné, elles sont réutilisées, parfois simplifiées, pour des applications technologiques. Et ça, c'est un enjeu, je pense, qu'il faut traiter dans ce qu'on aborde là, en particulier sur la question des pesticides. Alors, vous avez ici une image d'équipement de protection que devraient porter les agriculteurs pour se protéger. Alors, vous allez me dire, les équipements de protection, c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose qui a pas grand intérêt du point de vue de la recherche. Eh bien, en fait, vous allez vous découvrir que pour que des produits pesticides soient mis sur le marché, des pesticides dangereux soient mis sur le marché, il faut que figure un type de protection qui correspond au produit qui va être mis sur le marché. Et donc, sans les équipements de protection individuels et des combinaisons, eh bien, on peut questionner la réalité même de la protection et de la mise sur le marché. Alors, par contre, Isabelle, c'est toi qui as le PowerPoint, c'est toi qui as la main, donc si jamais tu t'en vas, je ne peux plus passer les diapos, il faut que je reprenne le diaporama. OK.
Donc, Isabelle Il n'y a pas de souci, je vais te passer les diapos. Je ne m'en vais pas comme ça, t'inquiète pas. OK. Alors, juste pour dire, dans le travail collectif, et ça, c'est vraiment un point que j'ai envie de laisser, sur le fait que sur ces questions complexes, une manière de s'en sortir, c'est d'une part faire collectif, et au sein d'Epicène, on a un vrai collectif, et ce collectif-là, il ne suffit pas, il faut aussi être en lien avec d'autres collectifs, et il va falloir aussi avoir des approches transdisciplinaires qui nous permettent de décoder ce qui est en train de se passer. Et par exemple, lors du travail du groupe d'experts ANSES sur l'exposition professionnelle aux pesticides en agriculture, il y avait des chercheurs en santé publique, en toxicologie, en sociologie. Alors moi, j'étais en tant qu'ergonome. Et ce travail, il y avait Nathalie Jass donc Histoire des sciences, et ça a permis de découvrir des facettes de la pratique scientifique que l'on n'avait pas, en particulier, comme le rappelait Sylvie Rabouin tout à l'heure, la gnotologie, le fait de pouvoir produire du doute avec des stratégies très efficaces mises en place. Et donc, suite à ce travail d'expertise qui a duré 4 ans, on a continué le travail en travaillant sur une revue critique de la littérature portant sur l'efficacité des équipements de protection qui sont la pierre angulaire des autorisations de mise sur le marché pour des produits dangereux. Et donc, ce travail-là, il a été mené avec 14 collègues, que des institutions publiques, suisses, italiennes, québécoises, brésiliennes et bien entendu françaises. Tu peux passer, s'il te plaît, Isabelle? Donc, ce papier, il a été donc publié, donc comme ça vous voyez le détail des appartenances des différents collègues, donc pluridisciplinaire, avec des spécialistes donc, de santé publique, Catherine Laurent qui est économiste, donc des sociologues et donc des ergonomes. Et ce papier-là, en fait, il a été publié normalement dans la revue Safety Science. Et au bout de 1 mois, on a été contacté, moi j'ai été contacté par une chercheure américaine qui demandait des modifications du papier. Donc ces modifications, en fait, on en a discuté collectivement et on les a refusées. Et l'étape d'après, c'est que j'ai été contacté donc par le rédacteur en chef de la revue, en disant « Vous êtes attaqué pour pratique scientifique déloyale. Voici un certain nombre de questions auxquelles vous devez répondre dans le mois qui vient, sinon votre papier sera retiré de la revue. » Et ce mouvement-là, pour nous, c'était vraiment important que tous les collègues répondent aux attaques, parce que sinon, si certains se dissociaient, ça voulait dire, ça pouvait renforcer en tous les cas le doute qui était créé. Il se trouve qu'on avait un collègue brésilien à l'époque de Bolsonaro, et où le fait d'apparaître dans son institution sur ces questions-là était très compliqué. Il a failli, à un moment donné, décrocher, et je lui ai dit, écoute, vaut mieux un papier, je dirais, qui est cité, même si, je dirais, il est discuté, plutôt que se rétracter en termes de publication. Donc ça, c'est un moyen concret de pression qu'on a pu avoir. Donc là, c'est juste des éléments de PestExpo qui justifient la discussion, en tous les cas, qu'on avait engagée sur l'efficacité réelle des équipements de protection qui étaient bien éloignés de ce qu'on pouvait penser. On va passer sur cette diapo, on pourra y revenir. On peut passer aussi sur cette diapo, on y reviendra s'il y a peu de temps. Et juste dans la foulée, il se trouve que, suite toujours à la publication de ce papier, on a eu donc un droit de réponse demandé par l'industrie pour expliquer que notre papier n'était pas complet, qu'on n'avait pas intégré dans notre revue de littérature 21 études importantes, et on s'est fait traiter d'amateur, les choses sont posées comme ça, sauf que les 21 études en question, elles n'étaient pas publiées, donc c'était ce qu'on appelle de la littérature grise, et il y avait juste
un papier qu'on n'avait pas intégré, mais qui était paru après notre parution. Et juste donc pour vous dire que, je vais terminer là-dessus, que l'exercice de l'écriture et l'écriture collective, en tous les cas, il faut la penser aussi sur ces sujets comme déclenchant à un moment donné des réactions, je dirais, loin d'être courtoises dans certains milieux. Isabelle, tu veux commenter juste terminer rapidement, puisqu'on a un peu dépassé notre temps, pour dire qu'effectivement, ça existe, les menaces et les intimidations. Hein. Tout au long de nos études, on a pu avoir des coups de téléphone de l'industrie pour nous demander ce qu'on faisait à certaines étapes, pour essayer de savoir effectivement les choses, mais aussi pour montrer qu'ils étaient présents. Dans l'évaluation du glyphosate, moi, j'ai reçu un courrier des avocats de Monsanto qui me demandaient de donner tous les fichiers qui m'avaient servi pour l'évaluation de cette substance. Ce qui était juste de l'intimidation, parce qu'il n'y avait aucune raison que je leur donne. On a pu aussi avoir nos collègues de l'Agricultural Study, donc une cohorte, qui ont eu en fait toute la saisie de tous leurs échanges, y compris avec nous, pour vérifier ce qui s'était passé dans l'affaire du glyphosate. Donc c'est aussi assez violent. Et puis encore évidemment beaucoup plus violent, vous avez dû voir dans la presse dernièrement, que l'agriculteur Paul François, qui était qui a attaqué Monsanto par rapport à des effets de santé qu'il a eu lors de l'usage d'un produit, a été agressé dernièrement à son domicile, sans qu'on puisse dire aujourd'hui exactement tous les tenants et les aboutissants, mais avec des allusions justement à son combat contre les pesticides qui ont été relevés. Donc ça, c'est un cas extrême, mais vous voyez que finalement, toutes les formes de pression qu'on peut rencontrer sont à différents niveaux, aussi bien depuis les financements jusqu'à la publication des résultats, et qu'ils sont aussi de différents acteurs. Ce n'est pas uniquement l'industrie, ça peut aussi être les autres parties prenantes de ces sujets-là qui peuvent nous mettre une certaine pression. Il n'empêche que si cette pression existe, c'est qu'il y a certainement des choses à faire et qu'il ne faut pas arrêter de les faire. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que je crois qu'on a un peu débordé. Merci beaucoup, Madame Baldi, Monsieur Garrigou. On va pouvoir continuer avec la présentation d'Emeline Antoine. Et avant ça, je voudrais juste faire un petit rappel aussi par rapport aux questions, parce qu'on a eu plusieurs durant la présentation. Vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses en bas de l'écran. Ce sera beaucoup plus simple pour les regrouper et pour qu'on puisse y répondre tout à la fin. Donc, Monsieur Garrigou pourra y répondre aussi tout à la fin du webinaire. Voilà, merci. Moi, bonjour à tous. Donc, je me représente rapidement. Moi, je suis Emeline Antoine, donc je suis interne en médecine de santé publique en 3e année. Et donc, j'étais ancienne élève aussi de ce Master 2 promotion de la santé l'année dernière, où j'ai d'ailleurs participé aussi à l'organisation d'un webinaire similaire. Donc, c'est très impressionnant pour moi aujourd'hui d'être cette fois de l'autre côté, mais je suis vraiment très heureuse et encore merci de l'invitation. Donc, moi, je vais vous présenter un cas, celui du chlordécone, un pesticide en Martinique et en Guadeloupe. Et juste avant de commencer, je voudrais préciser... Je vais changer ma diapo, voilà. Je voudrais juste préciser comment j'ai été amenée à travailler du coup sur le chlordécone. Donc, l'année dernière, de janvier à octobre environ, lors de mon stage de master et d'internat, j'ai été dans le service de soutien méthodologique et d'innovation en prévention à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Et j'ai travaillé sur l'évaluation d'un programme qui s'appelle JAFA, qui lui vise à réduire l'exposition au chlordécone des autoconsommateurs. Donc, ce qu'on appelle les autoconsommateurs, c'est généralement des gens de la population générale qui vont cultiver et consommer les légumes, les productions de leur propre jardin. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amenée à faire énormément de recherches sur le chlordécone et ce contexte. Et c'est ce que je vais vous présenter surtout aujourd'hui. Donc, cette présentation, elle se veut bien sûr pas exhaustive. On va voir que le chlordécone, c'est plus de 50 ans d'histoire, c'est de nombreuses sphères et dimensions à prendre en compte. Donc, on va essayer de voir ensemble de manière globale le contexte global. Et pour ce faire, je vais d'abord commencer par dire qu'est-ce que le chlordécone déjà. On verra ensuite le contexte historique et notamment comment on a été amené à utiliser le chlordécone jusqu'à la naissance d'un scandale, puisqu'aujourd'hui, il est au cœur d'un scandale sanitaire. Donc, on verra ses effets sur la santé, ses effets sur l'environnement, mais aussi un peu le contexte socio-culturel de ces territoires. Et on finira par des notes un peu plus positives avec les avancées et les solutions qui ont été mises en place depuis, notamment avec un petit focus sur le plan chlordécone.
Donc, pour commencer, le chlordécone, c'est quoi? Donc, comme je disais, c'est un pesticide de la famille des organochlorés qui a été utilisé en Guadeloupe et en Martinique, donc pour lutter contre un ravageur dans les plantations de bananes qui s'appelle le charançon du bananier, et ce pendant plus de 20 ans. Donc, je vous parlais du secteur bananier. Il faut savoir que c'est un secteur qui est important sur ces territoires, et ça depuis le début des années 1920, et qu'aujourd'hui encore, la banane, c'est une des principales ressources économiques en Guadeloupe et en Martinique. C'est 54% de la production agricole en Martinique, c'est 20% en Guadeloupe. Ça représente 2% du commerce mondial, les expéditions des Antilles, et c'est environ 10 000 emplois. Donc, vous l'aurez compris, c'est un secteur qui représente d'importants enjeux économiques et financiers. Ensuite, on va voir du coup le contexte historique et notamment comment on a été amené à utiliser le chlordécone. Donc, pour commencer, on a découvert la molécule dans les années 1940-1950 et dès le début des années 1960, il y a des premières études qui vont montrer sa toxicité. C'est des études faites sur des animaux en laboratoire et c'est notamment des troubles sur les fonctions reproductives. Et en 68-69, donc il faut savoir qu'avant le chlordécone, on utilisait déjà des insecticides de la même famille, des organochlorés, et qu'il y a eu l'apparition de populations de charançons résistantes. Donc, ils ont amené à développer d'autres molécules, dont le chlordécone. C'est dans ce contexte qu'en 68-69, il va y avoir des demandes d'homologation, donc des demandes d'autorisation à la vente qui sont faites par plusieurs sociétés pour le képone. Le képone, c'est un nom commercial d'un pesticide qui est à base de chlordécone. Et à l'époque, la commission des toxiques émettra un avis défavorable et refusera du coup cette autorisation de vente en disant qu'il y avait le problème d'introduire un composé qui est toxique et persistant et qu'il y a quand même des risques de contamination de l'environnement. Pourtant, en 72, donc 3 ans après, on va autoriser pour 1 an la vente du képone. Et en fait, les raisons qui sont avancées, c'est pour remplacer d'autres pesticides qui venaient d'être interdits à ce moment-là. Donc, il y avait un besoin. Donc, c'est des arguments d'utilité en fait, du chlordécone qui vont prendre le dessus par rapport à des réticences liées à sa toxicité. Ensuite, il y a un autre événement important en 75-77 qui est celui de la catastrophe de l'usine de Hopewell, qui est une usine qui fabriquait le képone aux États-Unis. C'était une des principales usines. En fait, ils ont constaté des défaillances graves dans les systèmes de protection des ouvriers et ça a amené à l'intoxication aiguë donc, de nombreux ouvriers et même des riverains, parce que ça avait infiltré dans les sols. Et ça, du coup, ça a amené à interdire le képone par les autorités fédérales américaines en 1976. Et c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis à l'époque parce que la compagnie responsable a reçu une pénalité de 13,2 millions de dollars, donc ce qui était pour l'époque une des plus lourdes condamnations contre une compagnie américaine pour des dommages environnementaux. Ensuite, en parallèlement, à peu près au même temps, en France, en 1976, on va réexaminer le dossier du képone et nous, on décide de prolonger l'autorisation provisoire de vente. Entre 1977 et 1980, il y a 2 rapports importants qui vont être publiés qui viennent un peu tirer la sonnette d'alarme et souligner qu'il y a une persistance de la pollution du chlordécone et qui appellent les autorités sanitaires à s'intéresser plus profondément et à approfondir ces recherches et ses conséquences sur la santé. Et dans le même registre, en 1979, donc le Centre international de recherche sur le cancer, comme on en parlait tout à l'heure, de l'Organisation mondiale de la santé, et classera le chlordécone comme cancérigène possible. Et il l'est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. Pourtant, malgré ça, ce qui se passe, c'est qu'en peu près en même temps, 79-80, il y a des cyclones sur ces îles. Et ça va provoquer l'augmentation de la présence du parasite. Donc, ça va créer de la pression sur les planteurs et donc augmenter le besoin. Et ça va conduire à de nouvelles demandes. Et on va autoriser en 81 le Curlone. Donc, c'est comme le képone, c'est juste un autre nom commercial, mais c'est toujours à base de chlordécone. Et ensuite, pendant une dizaine d'années, il faudra une dizaine d'années avant qu'on revienne sur cette autorisation, où en février 90, le comité va retirer l'autorisation de vente du Curlone
Et en fait, selon les conditions prévues par la loi, on a un an, il y a un délai d'1 an qui est toléré et on peut avoir encore une dérogation d'1 an supplémentaire. Et donc, d'un point de vue légal, le Curlon pouvait être vendu jusqu'en février 92 et c'est ce qui s'est passé. Et après, il y a eu encore 2 dérogations supplémentaires par acte ministériel suite à des demandes de société, ce qui fait que le chlordécone a été utilisé jusqu'au moins septembre 93. Donc, quand on regarde ces faits, je sais que ça a des limites de présenter de façon chronologique comme ça. Il y a plein d'autres choses qui sont passées, mais ce que je voulais faire ressortir de cette façon, c'est qu'on voit bien, je pense que vous l'avez vu, cette alternance entre autorisation et de plus en plus de preuves scientifiques qui s'accumulent. Et moi, j'aime bien cette phrase qui, je trouve, illustre bien notre cas et aussi le principe du lobbying, qui est que selon la pression exercée par des acteurs économiques, ben, le niveau d'information sur le risque qui est nécessaire pour s'opposer à l'autorisation augmente considérablement. Pardon. Et donc, du coup, cet historique aussi permet de comprendre en partie pourquoi le chlordécone aujourd'hui fait autant scandale. En effet, on reproche aux autorités françaises déjà d'avoir pris du retard dans les décisions et notamment d'avoir favorisé des intérêts économiques. Donc, scandale, aujourd'hui, on en parle encore. Vous le voyez sur les diapositives, j'ai mis des extraits d'articles qui datent de janvier, donc tout récent, c'est encore au cœur de l'actualité, même 30 ans après son interdiction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du début des années 2000, il va y avoir des premières plaintes qui vont être portées notamment contre l'État. Et notamment, il y a un de ces articles là qui fait référence à une des plaintes qui actuellement se dirige vers un non-lieu. Et tout ça pour dire que donc aujourd'hui encore, on en parle et c'est encore source d'énormément de colère et de méfiance chez de nombreux Martiniquais et Guadeloupéens. Et si le chlordécone fait autant débat, c'est aussi en raison de ses effets sur la santé et l'environnement. Donc, pour ce qui est des effets sur la santé, si on regarde les effets aigus, donc là, on va plus parler d'effets de forte dose sur un court laps de temps. Donc, ça, c'est les effets qui sont les mieux documentés, notamment suite après la catastrophe de Poel, comme je vous parlais plus haut. Donc, ces effets, c'est des atteintes sur le système nerveux, donc comme des tremblements au niveau des membres, des incoordinations motrices, des troubles de l'humeur, de la mémoire. Et il y a aussi des atteintes testiculaires qui peuvent être à l'origine d'une baisse de la fertilité chez les hommes. Et pour ce qui est des effets chroniques, qui nous concernent plus actuellement, donc plutôt des effets de plus faible dose, mais sur une longue durée de temps. Celui qui est le mieux documenté, c'est le lien entre chlordécone et cancer de la prostate. En effet, notamment l'étude Carreau-Prostate nous montre qu'il y a une augmentation significative du risque de cancer de la prostate avec l'augmentation de la concentration de chlordécone dans le sang. Et d'ailleurs, on est sur des territoires où l'incidence du cancer de la prostate est un des plus forts au monde et il est par exemple de 163 et 161 cas pour 100 000 en Guadeloupe-Martinique contre 98 dans l'Hexagone, donc presque un peu plus du double, un peu moins du double que dans l'Hexagone. Les autres effets documentés aussi, c'est des retentissements sur la grossesse avec notamment des risques de prématurité, de faible poids à la naissance, et également aussi sur le développement cognitif et moteur dans la petite enfance. Pour en citer que quelques-uns, il y a par exemple des études qui montrent qu'il y a un impact sur le développement de la motricité fine de l'enfant et des retards dans l'acquisition de la mémoire visuelle. Et aussi, le chlordécone, il est considéré comme un perturbateur endocrinien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? C'est quelque chose qui vient interférer avec notre fonctionnement hormonal normal et donc qui est à l'origine d'un déséquilibre qui eux-mêmes peuvent être à l'origine de diverses pathologies comme des cancers, des troubles métaboliques, etc. Et donc, j'ai mis des incertitudes subsistent parce que, en fait, notamment comme aussi la plupart du temps pour les perturbateurs endocriniens, c'est des phénomènes qui sont complexes et difficiles à étudier. Et en fait, les effets chroniques sur la santé sont plus difficiles à mettre en évidence. Et c'est un réel défi en général dans la recherche, notamment pour le lien entre la dose d'exposition, notamment aux pesticides, et l'ampleur des effets sur la santé. Ensuite, pour ce qui est des effets sur l'environnement,
Donc, faut savoir que les zones polluées actuellement, c'est souvent les zones où il y avait les plantations de bananes et où il y a encore souvent la plupart du temps les plantations de bananes. Donc, pour la Guadeloupe, c'est plutôt la Basse-Terre et la Martinique, c'est le nord-est, centre de la Martinique. Et en fait, selon l'étude Canary, elle nous montre que dans plus de 90% des échantillons de sang qu'ils ont testés chez un groupe de Martiniquais et de Guadeloupéens, eh ben, ils retrouvaient des concentrations détectables de chlordécone. Pourquoi? Parce que c'est une molécule qui est stable et persistante. Sa durée de vie, elle est de quelques décennies à plusieurs siècles selon la nature des sols. Donc, c'est une fourchette qui est assez large. Il y a encore des incertitudes aussi sur sa durée de vie parce qu'on connaît encore mal tous ces mécanismes de dégradation. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de technique pour décontaminer les sols à l'heure actuelle. Donc, les sols sont pollués. Il faut apprendre à vivre avec. Il n'y a pas que les sols, d'ailleurs, ça a infiltré les nappes. On le retrouve dans les rivières, dans les mers. Et donc, du coup, c'est toujours présent dans l'environnement pour sûrement, à l'heure actuelle encore et sûrement pour encore de nombreuses années. Et du coup, on le retrouve aussi dans certains produits de la consommation alimentaire. Si le chlordécone fait aussi débat, c'est aussi parce qu'il vient souligner d'importants enjeux sociaux, ce qui fait que c'est vraiment un problème total qui vient toucher toutes les sphères de notre société. Et il faut savoir que d'abord, on est sur des territoires où il y a déjà, rappelons-le, un passé colonialiste, donc douloureux, conflictuel, et où viennent s'ajouter en plus de nombreuses inégalités. Donc, juste pour citer quelques exemples, le taux de chômage en Guadeloupe est de 16%, en Martinique 13%, donc c'est presque le double par rapport à l'Hexagone. On est aussi sur des territoires où c'est des îles, donc les ressources et surtout l'extension de ces ressources sont limitées. Donc, ils ont recours plus souvent à l'importation qu'à l'exportation, ce qui fait que le coût de la vie est élevé. Si vous êtes déjà allé en Martinique et Guadeloupe, vous avez déjà dû le remarquer, la vie est plus chère sur ces territoires. Et en fait, l'étude Canary nous montre que tout le monde n'est pas exposé de la même façon au chlordécone. Il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres. Donc, c'est qui ces personnes? C'est forcément les personnes qui vivent dans des zones contaminées et des personnes qui vont manger des produits issus de ces zones contaminées. Et en fait, quand on regarde ces personnes, c'est qui? La plupart du temps, c'est les personnes les plus défavorisées. Pourquoi? Parce que, par exemple, faire son jardin, c'est un moyen de faire des économies sur les achats de nourriture. C'est un moyen de garantir une certaine forme de sécurité alimentaire. De plus aussi, pour citer que quelques raisons, quand on sait qu'un terrain est pollué, il peut y avoir une perte de la valeur du terrain. Et donc, forcément, quand on a les moyens, on va pouvoir avoir plus de choix de choisir d'aller vers un terrain plus non pollué qu'un terrain pollué. Donc, tout ça pour dire en fait que le chlordécone, il vient renforcer sûrement des inégalités sociales de santé parce que c'est souvent les catégories sociales, les groupes sociaux les plus défavorisés qui vivent dans les environnements les plus pollués. Et pour finir, avec quelques exemples d'avancées, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis 1993, depuis l'interdiction? Il y a eu quand même pas mal d'avancées en termes de santé publique, notamment par exemple en 1995, avec la loi Barnier, dite de renforcement de protection de l'environnement, qui introduit le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est quoi? C'est qu'en l'absence de certitude et compte tenu des connaissances scientifiques, ça ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées pour prévenir un risque sur l'environnement, évidemment à un coût économiquement acceptable. Autre avancée, en 2004, la France a signé la Convention de Stockholm qui répertorie tous les polluants organiques persistants. Le chlordécone rentrera d'ailleurs dans ce traité en 2009. Donc, depuis 2009, le chlordécone est considéré comme un polluant organique persistant. Ensuite, en 2008, donc 15 ans après son interdiction et afin de répondre à des préoccupations de plus en plus croissantes de la part de la population, le gouvernement français va lancer une première politique publique nationale dédiée à la lutte contre le chlordécone, donc le plan chlordécone. Je reviendrai après dessus, je ferai un petit focus dessus. Et enfin, pour citer une dernière
avancé en 2021, donc assez récemment. Le cancer de la prostate lié à l'exposition au chlordécone est enfin reconnu comme une maladie professionnelle. Donc, pour parler un peu plus du plan chlordécone, donc c'est un plan qui est interministériel, qui comprend de nombreuses actions. Il y a des axes de communication qui visent à sensibiliser et à informer le grand public. Il y a des axes de formation et d'éducation plus auprès des plus jeunes. Il y a des axes de recherche pour mieux comprendre les effets sur la santé et la molécule. Et il y a aussi le programme JAFA, comme je vous parlais au tout début de ma présentation, sur lequel moi j'ai plus travaillé. Donc le programme JAFA, lui aussi, il a plein d'interventions différentes, mais par exemple, il propose des analyses de sol gratuites pour les personnes volontaires. Donc ils vont chez les gens analyser leur sol et en fait, en fonction du taux de chlordécone qu'on trouve dans le sol, ils peuvent proposer un accompagnement. Donc, l'accompagnement, ça peut aller du simple conseil parce qu'en fait, on sait qu'il y a des cultures qui sont plus à risque que d'autres. Typiquement, tout ce qui est racines, la madère, l'igname, la patate douce, c'est les plus à risque. Donc, ça peut être un type de conseil de dire, par exemple, éviter ce type de culture et aller vers d'autres cultures qui sont moins à risque. Et ça peut même aller jusqu'à l'accompagnement vers de la culture hors sol. Et aussi au niveau des agriculteurs, donc ça c'est plus le ministère de l'Agriculture qui se charge. Il y a toutes des mesures de contrôle, de surveillance, de traçabilité des produits pour s'assurer que les produits qui vont se retrouver dans les commerces et consommés par la population respectent les limitations en vigueur. Et ils accompagnent aussi les professionnels du monde agricole. Donc, pour conclure, donc on l'a vu depuis le début de son histoire, le chlordécone, il a cessé de diviser et de susciter de vives réactions, notamment au sein de la population. C'est un sujet qui est complexe parce qu'il vient vraiment, comme on l'a vu, toucher à différentes sphères de notre société. Et il illustre aussi bien comment, en fait, des groupes de pression économique peuvent semer de la confusion et en fait l'emporter sur des préoccupations environnementales et de santé. Et donc, certes, le contexte de l'époque n'était pas le même qu'aujourd'hui, où on l'a vu, il y a eu quand même des avancées en termes de santé publique. Mais dans le cas du chlordécone, les plus optimistes d'entre nous pourront même y voir une sorte d'inversion de la tendance, où en fait, on est passé de pressions économiques qui amènent des autorisations à des pressions sociales, environnementales, qui ont mené à l'adoption d'une politique publique dédiée à la lutte contre la pollution au chlordécone. Donc ça, évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les pesticides. Donc il y a encore évidemment des progrès qui restent à faire. Et je finirai ma présentation en disant que le cas du chlordécone, il doit surtout et notamment ces apprentissages, ils doivent nous servir à éveiller les consciences, à ne pas reproduire les mêmes erreurs et surtout à nous guider pour nos actions futures. Donc, je finirai là-dessus et évidemment, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai respecté les temps. Oui, pas de souci, c'était parfaitement dans les temps. Donc, merci Émeline Antoine pour cette présentation et merci à tous nos intervenants aujourd'hui. Donc, pour faire une petite synthèse de ce qui a pu être dit durant les interventions, nous avons eu tout d'abord la présentation de Madame Rabouin qui nous a permis de mettre en avant les enjeux de la science du point de vue de différents acteurs politiques. Elle nous permet de souligner l'importance de valoriser la recherche et de multiples solutions afin d'éviter de s'enfermer dans une pensée unique. Ensuite, la présentation de Madame Bangdi et de Monsieur Garrigou a permis de mettre en lumière les différents types de pressions que subissent les chercheurs, que cela concerne les financements aux menaces en passant par les résultats et leurs publications. Et enfin, avec la présentation d'Émeline Antoine, nous avons pu voir que la chlordécone est un sujet clivant qui montre bien l'impact des lobbies et des pressions économiques fortes qui peuvent mener à autoriser des produits qui restent extrêmement nocifs. Voilà, alors maintenant, il est temps de passer aux questions-réponses. On vous remercie parce qu'il y a eu beaucoup de questions. On va essayer de répondre au maximum. Elles ont été regroupées, mais peut-être qu'on ne pourra pas répondre à tout. Donc, une première question qui est assez transversale et qui concerne, je pense, les trois intervenants.
Oui, 4, mais oui. Pensez-vous que la vision eurocentrée de la science qui s'est imposée dans le monde entier a conduit à un appauvrissement de la connaissance? Et si l'un d'entre vous... On peut faire dans le même ordre que pour les présentations, si cela vous convient. Donc, par rapport à cette question, forcément, je réponds par rapport à ce que j'en pense moi, hein. Mais c'est notamment les travaux de Feyerabend dont j'ai parlé. Et en effet, il souligne que la science, c'est un savoir parmi d'autres savoirs. Et il est justement de cette problématique de la santé environnementale, je pense, un élément qui va devoir émerger, c'est-à-dire cette remise en perspective de la science comme l'unique moyen d'acquérir du savoir. Donc, par rapport à la question, voilà, moi, je suis persuadée qu'en effet, pour pouvoir répondre aux enjeux posés par toutes les questions de santé environnementale, il faut pouvoir ouvrir le questionnement, et c'est ce que je présentais dans les deux axes, hein. Non seulement, je dirais, élargir selon les différentes visions qu'on peut avoir, mais trouver plusieurs solutions. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire il y a la meilleure, on va trouver la meilleure. En fait, il faut surtout enfin, aller sur tous les niveaux de solutions qu'il peut y avoir. Voilà. C'est une réponse un petit peu à ma façon, mais bon, voilà, je vais laisser mes collègues peut-être compléter ou améliorer même. Peut-être des éléments de réponse. Je pense qu'il faut lier science et rapport à la modernité. Et les travaux de Latour et de Calon ont vraiment discuté cette notion de modernité, hein, qui est souvent présentée comme un slogan. Et si on n'est pas moderne, si on n'a pas des nouvelles technologies, quelque part, on n'existe pas. Et je pense qu'il y a un lien entre science, technologie et modernité. On n'a probablement pas le temps de le développer là, mais ce que Calon discute de manière très claire, très claire, donc c'est un sociologue des sciences, il distingue ce qu'il appelle les sciences cloisonnées qui, au sein même de leur concept, vont produire, je dirais, des phénomènes et vont étudier des phénomènes sans penser les externalités de ces phénomènes sur d'autres niveaux. Et probablement que la critique qu'on peut faire de la science jusque dans les années 80, peut-être dans les années 90, globalement, c'est qu'on a été emprisonné là-dedans. Et sur la question des pesticides, on ne s'est jamais posé la question des externalités de ce que ça allait produire. Et donc, Calon propose le terme de science de plein air, où là, on a quelque chose qui est beaucoup plus ouvert sur le monde, sur l'ensemble des acteurs, hein, dont on a parlé, et je pense que ça, c'est important. Et donc, effectivement, la vision européenne de la science et de la modernité centrée sur les sciences cloisonnées, d'une certaine manière, et les technologies qui en découlaient, ont un impact important. Et sur la question des pesticides, avec Isabelle et d'autres collègues, on vient de terminer une revue biblio sur l'exposition des travailleurs dans les pays, je dirais, à faible ou au niveau économique intermédiaire. Et c'est hallucinant parce que dans tous ces pays, il y a des études qui montrent que les gens sont exposés à des produits très dangereux, ces agriculteurs ont des symptômes, je dirais, importants, mais quelque part, les paradigmes même de la science, de l'externalité, de l'absence de pensée des externalités autour des pesticides, c'est complètement reproduit dans ces pays-là avec des effets qui sont désastreux. Et dernier élément, et ça je ferai un lien avec la question de la chlordécone, et mademoiselle Antoine a très clairement posé les choses, c'est la dimension colonialiste de l'usage des pesticides aux Antilles. Très clairement, ce qui s'est passé aux Antilles n'aurait pas pu se passer, je dirais, en métropole. Ça, c'est très, très clair. Et sur l'usage des pesticides, il y a des choses il y a des pratiques qu'on va retrouver dans des pays, en particulier africains, imposées par, je dirais, des industries européennes,
qui pourrait plus produire. Je ne sais pas si vous avez vu dans le monde d'aujourd'hui, il y a un collectif d'ONG qui attaque en fait l'industrie des pesticides française d'avoir fait un chantage à l'emploi par rapport à des pesticides dangereux interdits en France et en Europe, et pour lesquels ils ont continué à les produire pour les exporter, je dirais, dans les pays donc, africains, asiatiques et d'Amérique du Sud. Donc ça veut dire que cette question-là, elle est vraiment très, très présente de comment nos modes de pensée de la science, de la technique, de ces applications, et surtout ne pas discuter des externalités, c'est quelque chose qu'on a exporté aussi quelque part. Et donc, je citais dans le chat Malcolm Ferdinand, hein, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur une approche décoloniale, hein, des risques, et en particulier des risques liés aux pesticides. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, Mademoiselle Antoine? Pas spécifiquement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Malcolm Ferdinand qui a beaucoup fait de travaux là-dessus et qui sont intéressants, que j'incite tout le monde à aller voir. Mais je pense que mes collègues ont bien développé. Je n'ai rien d'autre à ajouter. D'accord. Et donc, dans une certaine continuité avec cette question, d'après vous, quels pourraient être les moyens de lutter contre la décrédibilisation de la science? Ben, je vais peut-être simplement reformuler hein, l'axe qui a été proposé par Beck et que j'ai un peu repris dans la conclusion, en rajoutant donc ces conseils qui rejoignent ceux de M. Garrigou, c'est-à-dire qu'il faut une réappropriation de la science et des enjeux par les citoyens. Et donc, du coup, il faut forcément repenser la manière dont on va enseigner pour que tout un chacun ait des outils de réflexion. On n'a pas tous besoin d'être des chercheurs. Non, hein, je veux dire, le monde est varié. Et surtout, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis simplement, c'est que chacun par rapport à ce qu'évoquait M. Garrigou, des externalités, etc., c'est-à-dire qu'on a tous la possibilité, si on a dans notre cursus universitaire été amené à comprendre les articulations entre donc, la science, j'ai envie de dire, pure et dure, des concepts, de comment, qui aujourd'hui quand même la manière dont on enseigne les sciences, y compris aux jeunes étudiants que vous êtes, etc., ne pas oublier de replacer les autres chaînons qu'il y a, à savoir, comme on dit, la technologie qui est intermédiaire, et puis aussi la société, qu'est-ce qu'elle veut. Et donc, cet ensemble nécessite de revoir déjà, enfin que la science elle-même se repense et s'enseigne autrement pour redonner un espèce de contre-pouvoir à cette science qui quand même par moments nous échappe nous-mêmes. Hein. C'est quand même assez marquant de voir comment Jacques Monod pouvait exprimer que quelque part la science c'est plus le bien de l'humanité, c'est la science pour la science. Enfin, ça fait ça décale la question parce que ça a été soulevé donc à plusieurs reprises par notre collègue Madame Baldi, c'est-à-dire que tout ce travail des chercheurs doit être fait avec une finalité d'usage pour les citoyens et pour améliorer tout ce qu'on a amélioré, etc. Voilà, je laisse mes collègues reprendre le fil de ma parole. Ben, moi, si je développe dans la lignée hein, de ce qu'Alon appelle, je dirais, la science de plein air, ça veut dire que sur des sujets compliqués, personne ne peut avoir la solution à lui tout seul. C'est ça qu'en fait que dit Sylvie Rabouin hein, de manière très claire. Et si on prend l'exemple des pesticides, se passer des pesticides,
ben, les agriculteurs, dans un certain nombre de cas, ils ne savent pas faire, ils ne peuvent pas faire, ou ça rend le travail plus pénible, ça change le travail complètement, ça demande de nouvelles compétences. Donc, ça veut dire ben, y a un rapport économique aussi. Qu'est-ce qu'ils perdent, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est une première question. Mais en même temps, si on veut baisser la pression des pesticides et produire, il faut que le consommateur il accepte de manger des pommes moins brillantes, moins rondes. Il y a un rapport. Je veux dire, c'est quelque chose à construire aussi avec le consommateur dans une logique d'agriculture plus locale. Alors, bio ou pas bio, c'est un autre sujet, mais ça veut dire qu'il y a tout un travail à un moment donné. Les solutions ne pourront être développées qu'en impliquant la diversité des acteurs. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu plein de gens qui sont partis d'un coup. Ouais, peut-être que je vais reprendre la main pour les étudiants. Donc, il y a d'autres questions parce qu'il n'y a plus que tous les participants sont bien avec nous. Hein. C'est encore 89, mais on a perdu nos organisateurs. Voilà, les revoilà. Je vous laisse la main. Pour la prochaine question, je pense que Emeline n'ajoutera rien, j'imagine, à cette discussion et peut-être que vous pouvez passer à la prochaine question parce que j'ai vu, il y en a notamment pour Emeline. Je vous laisse la parole. Merci. Justement, alors pour Emeline, suite à l'actualité du chlordécone où a été déclaré un non-lieu dans l'affaire du chlordécone, comment peut-on lutter davantage contre la déresponsabilisation de l'État dans les problématiques de santé environnementale et la lenteur des décisions politiques malgré les preuves scientifiques à l'appui? Je vais juste relire la question qui est un peu longue. Un petit peu longue. Est-ce que vous pouvez juste me la relire, s'il vous plaît? Question pour Emeline. Suite à l'actualité du chlordécone, on a déclaré un non-lieu dans l'affaire. Comment peut-on lutter davantage contre la déresponsabilité de l'État dans les pratiques de santé environnementale et la lenteur des décisions politiques? C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse toute faite. Je pourrais donner plutôt mon avis personnel. Déjà, il y a eu quelques avancées depuis. Donc, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été portées. Celle qu'on entend parler actuellement, c'est celle d'un non-lieu. Bon, c'est discutable, mais il y a eu quand même, je crois que c'est en 2019, l'État qui a reconnu officiellement être responsable. Longtemps après, mais je pense que c'est toujours difficile de revenir sur ce genre de cas parce qu'il y a des enjeux politiques qui sont évidemment énormes. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement? Je pense que l'exemple du chlordécone, pour moi, on doit s'en servir pour s'il y a d'autres substances comme ça, et il y en a, se dire c'est déjà arrivé, on a appris des choses. Comment on fait maintenant pour pas que ça se reproduise, quoi. Donc, je pense que c'est plaidoyer de plus en plus pour la santé, pour l'environnement. On sait que c'est de plus en plus important. Donc, continuer dans ce sens, continuer les recherches pour montrer que c'est important d'établir des liens. Et donc, voilà, quelques exemples. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Très bien. Très bien, merci. Éventuellement, je veux peut-être compléter avec le propos de Emeline. Dans ce que j'ai présenté, notamment, j'ai montré qu'il y avait cette charge de la preuve, le fardeau de la preuve qui était beaucoup plus lourd pour faire retirer pour faire retirer un produit du marché par rapport au fait inverse, c'est-à-dire que pour demander une autorisation, la législation est allée dans ce sens-là pour permettre des commercialisations. Et donc, je pense, quelque part, il y a quand même le législateur qui doit, alors en interdisciplinarité, comme on le disait à l'instant, toutes les questions environnementales nécessitent de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire vraiment que chacun n'a pas tout seul son savoir, parce que et c'est l'ensemble qui doit accepter
cette remise en question, comme vous dites, face à laquelle nous sommes, notamment par rapport au chlordécone. Donc, mais il y a tous les autres, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Il y a eu le DDT. Quand Madame Rachel Carson a écrit son ouvrage, c'était par rapport au DDT. Et d'ailleurs, à Stockholm, la convention, voilà, la convention de Stockholm sur les produits organiques persistants, je dirais, c'est quelque part initié, si on regarde bien dans l'histoire, par rapport à cette alerte qu'avait jetée Madame Carson. Et j'ai envie de dire, j'ai voulu montrer aussi un petit peu la question des pesticides, c'est que 30 ans après, on parle des perturbateurs endocriniens, 30 ans après, on en est encore là et on en est encore là. Donc, c'est là où, je dirais, pour voir le défi auquel nous sommes confrontés, c'est aussi l'opportunité de remettre à plat les fondements mêmes pour je dirais, cesser cette cascade de scandales sanitaires, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, cette interdisciplinarité, elle est de plus en plus là, et notamment, je dirais, Isabelle et Alain ont montré dans leur expérience cette nécessité aussi. Alors peut-être moi, un commentaire rapide, ce que je trouve intéressant dans la présentation d'Emeline, c'est qu'en gros, on n'est plus sur des questions de risque, on est sur des questions de menaces. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a été sur une logique de gestion des risques avec une probabilité faible que quelque chose puisse arriver. Et la tour, je reviens encore à la tour, le décrit bien, on est passé en fait, et Beck est beaucoup sur la question de la gestion des risques. Hein. Le livre d'Ulrich Beck, il est sorti juste après Tchernobyl. On est dans cette période-là très, très spécifique. Et au jour d'aujourd'hui, sur le réchauffement climatique, sur les pesticides, sur un certain nombre d'événements, on n'est plus sur des risques, on est sur des menaces réelles et concrètes. Et donc, ça change un rapport avec le risque et donc la menace. Et donc, ça veut dire que sur la chlordécone, compte tenu de la persistance, de la rémanence du produit, la demi-vie, je crois, c'est une centaine d'années, quelque chose comme ça, les gens vont devoir vivre avec. Et donc, ce qui change, pour moi, en tous les cas, en tant que dans une logique de prévention, on n'est plus sur supprimer le danger à la source, non, on l'a pour des centaines d'années. Donc, ça veut dire comment on construit avec les habitus locaux de consommation, de rapport à la terre, de rapport etc., à l'eau, etc., comment on construit avec les gens des pratiques qui vont leur permettre de se protéger au maximum, sachant que cette protection, elle ne sera jamais je dirais, à 100%. Et donc, pour moi, ce qui change, c'est ça. C'est que c'est plus des risques auxquels on a affaire et qu'on peut calculer avec des calculs savants. Ce sont des menaces réelles qui nous entourent. Et la science, en tout cas, les sciences de l'environnement, on est toujours en retard de plusieurs trains, de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années, par rapport aux effets, aux externalités non pensées dont on discutait tout à l'heure. Et donc, ça veut dire comment on accompagne les populations dans le faire avec le meilleur et les meilleurs compromis possibles. D'accord. Merci à tous. Je pense que nous n'aurons pas forcément le temps de faire plus de questions, malheureusement. Donc, normalement, un questionnaire va s'afficher sur votre écran pour les spectateurs qui sont toujours présents. Donc, nous vous remercions par avance de bien vouloir recompléter, ça nous serait très utile. Et maintenant, nous allons passer la parole à Madame Simone Mattoulin-Pellissier, la directrice de l'ISPED. Oui, bonsoir. Je ne vais pas être très longue. Je vais d'abord féliciter les étudiants de cette organisation. Ils ont eu déjà leurs félicitations qui sont apparues. Remercier les intervenants qui ont été avec leurs expertises très éclairantes et dire simplement que oui, il y avait beaucoup de questions très intéressantes. Le débat est large
je retiendrai le lien qui a été discuté dans certaines questions avec les sciences politiques et la place de l'usager. Je retiendrai qui est peut-être débattu, hein, quelles connaissances. Il y a des gens qui ont posé des questions de comment avoir des connaissances et d'autres qui ont posé des questions de mais combien de connaissances. C'est des questions intéressantes. Et je retiendrai le terme de Alain sur la science cloisonnée. Pour moi, c'est un non-sens, mais apparemment, et la science ouverte, j'espère que vous connaissez tous. Bon, la transdisciplinarité. Et puis, je remercie les deux autres intervenantes, puis Isabelle Baldi, hein, d'avoir parlé de l'histoire, hein, des faits, que ce soit autour du chlordécone ou autour de l'histoire du risque jusqu'à aujourd'hui, parce que ces éléments sont intéressants à comprendre, même si et je terminerai là-dessus, notre société n'est pas la même. Et là, il y a eu des questions autour, et vous en avez parlé vous-même, de la société, et nos cultures sont différentes. Entre pays, on a même eu nos collègues d'autres pays francophones qui se sont connectés et qui ont posé des questions autour du Mali, on pourra en poser autour d'autres questions. Et les cultures sont, comme on le voit autour du chlordécone, comme Alain l'a dit en montrant l'historique du Dom-Tom par rapport à la métropole, et les cultures d'il y a 20 ans, et nos contextes sont différents, donc ce qui est parfois quand même compliqué, mais passionnant. Donc le débat était passionnant, tout le monde vous l'a dit. Voilà, il est tard. Donc certains sont déjà partis. Donc voilà, je vous remercie et je vous félicite. Bravo et merci à tous d'avoir répondu au questionnaire pour nos étudiants. Bravo et bonne suite à tous dans vos activités. Oui, merci. Merci, bonne soirée. Merci à tous les intervenants et intervenantes d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous, Madame Matouin-Peyssier, d'avoir fait l'honneur de votre présence. Et merci au public pour votre présence et vos questions. Alors, comme ça a été dit, donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de notre master de promotion de la santé. Donc là, on est 2 derrière l'écran, mais en réalité, on a été 16 pour organiser ce webinaire. Donc, on voulait vraiment remercier toute notre promotion. Et un dernier petit mot, il y aura une rediffusion du webinaire sur YouTube et sur le site de l'ISPED très prochainement. Donc voilà, on vous remercie tous et on vous souhaite une très bonne soirée.